coup sur coup, à 2 reprises. Le 4 octobre 1957 et une nouvelle fois, le 12 avril 1961, l'Union soviétique inflige aux États-Unis une terrible humiliation en se montrant capable, malgré sa pauvreté et ses retards techniques apparents, de devancer tout le monde dans la course à l'espace. C'est tout d'abord Sputnik 1, le premier satellite en orbite autour de la Terre, puis avec Vostok 1, le premier vol habité hors de l'atmosphère, qui rendra universellement célèbre le bon visage du colonel Youri Gagarin, qui remplace avantageusement pour les dévots du marxisme soviétique celui plus sévère et combien plus cruel de Joseph Staline. Jamais la fierté, non plus soviétique mais russe tout simplement, n'avait atteint de tels sommets. Malgré les dommages auto-infligés de la guerre civile et de la collectivisation, malgré les destructions insensées des années de guerre avec l'Allemagne nazie, ce grand pays, saigné à blanc, s'avérait donc capable de tenir tête dans les domaines de la technologie la plus avancée, la plus futuriste même, aux Occidentaux riches et, s'agissant de l'Amérique, épargnée par la guerre en totalité. Pas étonnant dans ces conditions que Mao se soit appuyé sur le premier exploit, Sputnik, pour engager ses amis soviétiques à davantage d'audace. Le vent d'Est l'emporte à présent sur le vent d'Ouest, exclamera-t-il à la première conférence mondiale des partis communistes en juin 1957. Peu étonnant non plus que l'exploit de Gagarine ait précédé de peu le défi de Khrouchtchev à Cuba en 1962. L'audace des progrès technologiques incitait les dirigeants communistes à abandonner parfois toute prudence dans la conduite de la guerre froide. Si pour le monde entier aujourd'hui, l'exploit de Gagarine signe le début de la conquête pacifique de l'espace par les hommes, en réalité, cette victoire n'avait rien de pacifique. Elle était la retombée d'une fantastique course aux armements, commencée avant même la chute du nazisme. Pour comprendre le programme spatial soviétique, il faut donc remonter aux années de l'immédiate après-guerre, marquées par le terrible complexe d'infériorité de la science soviétique. Pourquoi ce complexe ? Si les soviétiques ont disposé de très bons physiciens, comme Piotr Kapitsa, Andrei Sakharov, Ilya Frank, Igor Tam ou Yevgeny Bassov, tous prix Nobel quand leurs travaux seront mieux connus de la communauté internationale, après 1956, leurs moyens demeurent néanmoins limités et restreints pendant tout un temps au principal secteur du front, le programme nucléaire. Fort heureusement, comme l'histoire russe récente a fini elle-même par le reconnaître, il y avait l'espionnage. Certains physiciens communistes de Los Alamos se sont en effet mis au service de Moscou sans aucune arrière-pensée d'intérêt pour lui fournir une bonne part du travail préalable. Après cette première percée, les savants soviétiques s'émancipent peu à peu des modèles fournis par le KGB. Si la bombe atomique soviétique de 1949 est une copie de la bombe américaine, dès 1952, la première bombe à hydrogène, la bombe H, a été élaborée grâce aux travaux originaux d'Andrei Sakharov et de Yakov Zeldovich, et elle est non seulement quasi simultanée avec l'explosion américaine de Bikini, mais de plus très en avance sur le plan scientifique. En 7 ans, le retard soviétique en matière nucléaire est donc comblé. Désormais, Moscou peut se tourner vers le second maillon de la chaîne nucléaire, les vecteurs. Ici, les problèmes sont immenses. Les soviétiques ne disposent ni de bombardiers rapides à long rayon d'action, capables de franchir en masse la défense aérienne américaine et de pénétrer aux États-Unis par le pôle Nord, seule route possible, mais plus grave encore, ils n'ont pas non plus réussi à miniaturiser suffisamment les circuits électroniques de mise à feu de leurs bombes, ce qui en fait des instruments gigantesques, très lourds à transporter jusqu'à leur objectif. Devant ce handicap militaire, c'est donc la recherche spatiale, suite nécessaire du programme nucléaire, qui devient à présent la ligne de front de la bataille technologique. Comme il est arrivé à plusieurs reprises déjà dans l'histoire russe, le retard initial va se transformer en bond en avant. Et ce, grâce à un visionnaire de génie, l'ingénieur général Korolev. Serge Korolev est l'un des nombreux enfants autodidactes de la Révolution d'octobre, passé en quelques mois d'apprentissage pour devenir couvreur de toit en Ukraine, à des études d'ingénieur à Moscou, où il aura la chance de tomber sur un extraordinaire professeur, le constructeur d'avions Andrei Tupolev lui-même. Tous deux se réclament d'un non moins extraordinaire personnage, le savant autodidacte et sourd Konstantin Tsiolkovsky, qui, sous l'influence de Jules Verne, avait travaillé toute sa vie à la possibilité d'un voyage interplanétaire et convaincu le pouvoir soviétique, toujours futuriste, de s'y intéresser de très près dès 1922. Après 6 ans de goulag, Korolev est pleinement réhabilité en 1944.
Les premiers V2 allemands venaient de tomber sur Londres et rendaient sa spécialité l'aérodynamique, tout à fait fondamentale sur le plan stratégique. Le 8 septembre 1945, Korolev sort donc pour la première et dernière fois de l'Union soviétique afin d'étudier le programme allemand à Berlin et à la base de Peenemünde. Un an plus tard, il prend le commandement, avec le grade d'ingénieur général, d'un petit centre ultra secret de recherche militaire, l'OKB-1 de Kaliningrad, à 18 km au nord de Moscou. Il ne quittera plus guère son bureau jusqu'à sa mort d'épuisement en 1966, y dirigeant sans aucune relâche la révolution spatiale que l'Union soviétique guidera pendant 10 ans. Korolev est un fanatique du voyage dans l'espace. Dès 1951, il envoie de plus en plus loin, et à l'insu des amis des bêtes, des animaux dans l'espace qui redescendent en parachute, parfois encore en vie, lorsque lui provient l'ordre de construire un missile intercontinental capable d'emporter une charge nucléaire. Le laboratoire de Kaliningrad s'acquitte à peu près du problème théorique dès 1953, un peu après la mort de Staline, mais à la différence des Américains, sans grande aide des savants allemands capturés. L'heure est aux innovations. Korolev essaie de convaincre tout à la fois le nouveau chef, Khrouchtchev, et son patron direct, le ministre des Armements, Dimitri Ustinov, qu'avec peu de modifications, il parvient aussi, au lieu d'une bombe, à expédier un satellite orbital de même masse dans l'espace. La proposition intéresse d'abord faiblement le pouvoir politique, obnubilé qu'il est par la compétition nucléaire. Mais l'obstination de Korolev, qui profite de la proclamation par les États-Unis de l'année géophysique internationale pour 1955, vient finalement à bout des réticences des militaires ainsi que de vieux académiciens qui déclarent son satellite un simple jouet. Il est aidé par le grand physicien Piotr Kapitsa, qui voit dans l'entreprise un extraordinaire moyen de promotion, déjà à moitié pacifique, de la nouvelle science soviétique. En octobre 1957, Sputnik est donc une victoire du Parti libéral de la science russe, appuyé par un Khrouchtchev fantasque, en quête d'une facile victoire de propagande. Cette victoire des savants, qu'est Sputnik, deviendra pourtant bien vite un triomphe stratégique de l'Union soviétique. C'est d'abord Wall Street qui enregistre une baisse spectaculaire pendant que Sputnik, au matin du 7 octobre 1957, passe au-dessus de New York. Mais bien vite, malgré le sang-froid et le scepticisme initial du président Eisenhower, tout l'establishment américain se juge humilié, dépassé, très au-delà de la réalité des faits. Les réjouissances soviétiques, pendant le week-end du 10 octobre 1957, sont également sans précédent depuis la victoire du 8 mai 1945. Après le vol habité de la petite chaîne Laika en novembre 1957, le coup d'audace de Gagarine en avril 1961, alors que Kennedy commence à peine sa présidence, est le véritable couronnement de l'œuvre de Korolev, même si le film soviétique le montrant parlant à Gagarine depuis la tour de contrôle de Baïkonour est malheureusement un faux révélé par les Russes en 1989. Le retour triomphal de Gagarine à Moscou est marqué par la spontanéité enthousiaste qui dépasse toutes les prévisions de la propagande du régime. Sans doute ce beau printemps 1961 où le spectre du stalinisme semble s'éloigner peu à peu de l'Union soviétique est-il le moment le plus heureux de toute l'histoire russe de l'après-guerre. Mais c'est aussi celui de la grande contre-offensive américaine orchestrée par un Kennedy qui, lui, n'ignore pas l'importance des symboles. Quelle est la réaction des Américains? Devant les exploits successifs soviétiques, qui touchent le nerf de son sentiment de supériorité technologique, l'Amérique se voit contrainte de revoir ses priorités stratégiques. Les satellites et les vols habités devront prendre le pas sur les exigences strictement techniques. En janvier 1958, le premier satellite américain Explorer 1 se lançait à la poursuite des Sputnik. En réalité, dès 1959, les États-Unis avaient repris l'initiative en matière de satellites avec Pioneer 4, qui équivalait au soviétique Sputnik 3, le premier satellite en orbite permanente, mais embarquait un matériel beaucoup plus sophistiqué et miniaturisé. Mais au même moment, les soviétiques commençaient, eux, à ramener sur Terre des animaux qui avaient été mis en orbite, vivants, à la satisfaction de toutes les SPA du monde occidental. Lorsqu'en avril 1961, Gagarine accomplit son formidable exploit, les États-Unis peuvent cette fois-ci répondre en 15 jours et envoyer Sam Shepard dans l'espace, il est vrai, sur une durée beaucoup plus brève. Mais Kennedy, qui suit personnellement le dossier avec un sens du management tout à fait hollywoodien, a déjà fixé à la NASA américaine qu'il vient de créer un objectif autrement ambitieux. Dans un discours célèbre, prononcé pendant cette année 1961,
il annonce, en effet, la conquête de la Lune, dans un horizon de moins de 10 ans. Il faudra tout juste 8 ans pour y parvenir effectivement. Dès 1966, la mort de Korolev sonne le glas du programme rival de Moscou. Les soviétiques savent qu'ils sont cette fois-ci battus par des ressources supérieures. Battus, certes, vaincus sans doute, mais dans des combats devenus un peu dérisoires avec la crise manifeste des deux empires. Car lorsqu'en juillet 1969, les premiers Américains, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, allunissent enfin, Kennedy a été assassiné 6 ans plus tôt, et la Grande Amérique est humiliée sans précédent au Vietnam. Quant à la Grande Russie, elle a remplacé depuis 5 ans Khrouchtchev par le terne Brejnev, qui s'occupait tout de même du programme spatial au bureau politique, avant d'en prendre la tête, et opprimant l'Europe de l'Est, ses savants, et son peuple tout entier enfin, il lui reste tout juste 20 ans à vivre sur la gloire de ses héros. Le dernier d'entre eux, Gagarine, disparaît tragiquement dans un accident d'avion le 27 mars 1968, tel un archange dans la nuée, au moment même où son pays, son armée, venait de décider d'envahir la Tchécoslovaquie. Dès le milieu des années 60, le perfectionnement des missiles permet de se passer de toute expérimentation spatiale liée au nucléaire. Comme par enchantement, les crédits des programmes spatiaux diminuent, mais entre-temps, les satellites, de plus en plus nombreux, ont commencé à changer la vie de l'humanité en rendant la planète enfin globale, ce qui était incompatible avec le système soviétique. Déjà la découverte de Colomb avait ainsi ruiné les fondements de l'Espagne catholique.